bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver tous. Excusez-moi, mais on n'entend pas trop. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une table ronde où on a décidé d'affirmer un certain nombre de choses en disant que s'ouvrir à de nouveaux viviers de talents, c'est possible. C'est une chose qu'on souhaite partager avec vous et qu'on souhaite affirmer. Et pour cela, donc, il y a plusieurs intervenants, et je leur propose de me rejoindre, qui vont nous partager des actions concrètes qu'ils mettent en place, des exemples. Ils vont nous partager l'impact de ce qu'ils font au sein de leur entreprise. Donc, je vous propose à tous et à toutes de venir me rejoindre. Donc, Charlotte Vandeput de Deloitte, Guillaume Gelé de France Université, Vincent Bidoli, DRH de Fayat, Christian Ploton de l'AGFIP et Nadine Potier-Desmarles du groupe Lacoste. Merci. Alors, comme je vous le disais, on va vous entendre. Vous allez nous parler d'exemples concrets. Alors, on a décidé quand même, au cours de cette table ronde, de faire un petit focus autour du vivier en fait des talents des universités, parce que vous le savez peut-être, mais depuis 1 an et demi, la Fondation Mosaïque, dans le cadre d'un programme très spécifique qui s'appelle le programme Ambition, accompagne plus de 3000 étudiants universitaires en Master 2 et je vois Cilia, chef de projet du programme, qui est avec nous. Et donc pour ce programme Ambition, l'objectif en fait, c'est de mettre en relation ces étudiants avec les entreprises qui sont partenaires de la Fondation et de faire en sorte que ces étudiants puissent être recrutés. Et c'est pas toujours finalement chose facile. Donc ce que je vous propose, c'est que dans le cadre de cette table ronde, on fasse un focus particulier justement sur les étudiants universitaires. Et pour cela, on vous a appelé notre expert université, Guillaume. Donc vous êtes Guillaume Gelé, vous êtes président de France Université. Donc pour ceux qui ne le savent pas, France Université est une association en fait qui regroupe et qui coordonne l'ensemble des présidents et présidentes des universités. Alors Guillaume, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui dans un contexte où les entreprises ont en effet encore quelques difficultés de recrutement, pour que finalement les universités deviennent un vivier, si je puis dire, de talents à recruter, peut-être plus qu'il ne l'est aujourd'hui? Alors je vais essayer de vous convaincre que c'est déjà le cas. Je sais, c'est déjà en partie le cas. Donc peut-être juste préciser que France Université ne représente que des établissements publics d'enseignement supérieur, donc l'ensemble des universités en France, mais aussi des écoles. On a les écoles normales supérieures, les universités de technologie, le CNAM, Sciences Po Paris par exemple, les INSA, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un ensemble extrêmement important qui représente à peu près 1,6 à 1,7 million d'étudiants sur les 2 millions d'étudiants qui sont dans les établissements publics en fait. En France, il y a 3 millions d'étudiants peut-être pour avoir des proportions. Alors, parmi ces étudiants, beaucoup de diversité. Je voudrais quand même reciter donc quelques chiffres parce que c'est important de savoir que le vivier de la diversité est à côté de chez vous avec en fait donc nos universités avec leurs 200 implantations en France et également dans les dom-toms, donc un petit peu partout. À moins de 60 km de chez vous, il y a une antenne universitaire, donc souvent un IUT, mais ça peut être aussi des antennes des campus. Et dans donc tout cet ensemble, vous avez 40% d'étudiants qui sont des étudiants boursiers. Donc vous avez 12 à 13% d'étudiants qui sont des étudiants internationaux. Et donc tout cela génère 600 000, un peu plus d'ailleurs, diplômés par an. Donc des diplômés de tous les niveaux, Bac +1, +3, des masters, bien sûr des doctorats. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces diplômés, donc, ils sont diplômés avec une capacité d'insertion professionnelle qui, statistiquement, puisque c'est ce que montrent les chiffres du ministère, c'est combien? Donc, est supérieur à 90% pour les diplômes terminaux. Alors, bien souvent, on a toujours l'image de la licence à l'université, etc. Les étudiants ne s'insèrent pas après une licence à l'université. La licence n'est pas faite pour ça, déjà. Elle est plutôt faite pour aller en master, donc c'est à peu près normal qu'ils ne s'insèrent pas juste après leur licence. Mais dès qu'ils font un parcours professionnel,
Donc on est au-delà de 90%, parfois même dans certains diplômes 96-97% d'insertion professionnelle, en licence professionnelle ou en bachelor universitaire de technologie. Et en master, à peu près, on est également sur les mêmes taux. Ça peut varier un petit peu selon les secteurs disciplinaires et puis surtout selon les besoins de recrutement, bien évidemment. Mais voilà, l'université, ça représente vraiment tout cela. Donc c'est un vivier de diversité aussi parce que nos universités, j'ai parlé qu'elles étaient... Alors c'est intéressant avec le titre de la table ronde, hein, la France des tours et des bourgs. Alors, nos universités, elles sont sur les territoires un peu partout, à moins de 60 km. Donc vous avez une antenne, je l'ai dit, mais elles sont aussi, pour beaucoup, situées dans les quartiers en politique de la ville ou à proximité des politiques de la ville. La plupart des grands campus universitaires en France donc sont à proximité de ces quartiers. Donc cette réalité de la diversité, on va dire, elle est importante parce que elle nous ouvre vraiment aussi les yeux vers les difficultés donc, de ces publics. Vous savez, quand vous avez donc 200 000 étudiants internationaux, une grande partie venant notamment d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest, on les voit, les difficultés à trouver des stages, les difficultés à trouver des emplois. Donc quand vous avez à peu près 90% des étudiants en situation de handicap en France qui sont inscrits dans les universités, parce que le chiffre c'est celui-là. Vous voyez les difficultés de l'accompagnement, les difficultés pour leur trouver aussi des stages, donc les aider à trouver des emplois. Donc ça c'est une vraie richesse donc, qui nous a permis de faire évoluer aussi nos pratiques. Voilà. Est-ce qu'il y a, vous direz, des approches, des outils ou des formations que vous développez pour faciliter justement quand même les relations avec les entreprises? Parce que c'est vrai que les étudiants, le taux d'insertion, on ne le remet pas en cause. Il n'en reste pas moins vrai, on constate quand même que pour un certain nombre d'entre eux, ça reste compliqué. Et de la même manière, côté entreprise, parfois, ce n'est pas forcément, je dirais, le premier réflexe. Donc, comment on fait pour, en effet, que les choses... Alors, les choses, on le sait, ont évolué et bougent aujourd'hui, mais il y a encore, je pense, quand même, 2-3 petites choses à faire. Qu'est-ce que vous proposez en tant que France Université, ou peut-être avez-vous des exemples particuliers d'universités qui ont déployé ou mis en place des actions spécifiques? Alors, je crois déjà, le premier point, c'est que nos universités, elles recrutent aussi. Et les problèmes dont vous parlez, elles y sont confrontées. Dans le domaine informatique, dans le domaine de la gestion, etc. Les universités sont pratiquement les premiers employeurs donc sur les territoires, hein, bien souvent. Donc c'est important ça, parce qu'effectivement, ça ouvre vraiment les yeux sur la situation, notamment du marché et les tensions sur le marché du travail. Alors depuis 2007, on s'est vraiment rapproché des entreprises. Enfin, on ne s'est pas rapproché des entreprises. Les universités et les entreprises se sont rapprochées. Je pense ensemble, parce que ce qui est important, c'est de voir que, on va dire, la trajectoire vers la professionnalisation donc de nos diplômes et de nos étudiants, elle se fait avec les entreprises. Vous avez 25 à 30% d'intervenants dans nos filières professionnalisantes qui sont issus du monde de l'entreprise. Donc ça, c'est une richesse et on continue d'aller vers là. Et puis après, on a des mécanismes qui sont des mécanismes qui amplifient les relations et qui nous ont permis de co-construire avec les entreprises des nouveaux cursus pour répondre à des besoins spécifiques. Et là, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a le temps court et le temps long. Donc les universités sont de plus en plus capables de travailler sur du temps court en adaptant des diplômes, notamment de premier cycle professionnalisant. Moi j'ai à Reims donc un exemple dans l'université que je présidais où on avait en fait le secteur bancaire qui avait des besoins vraiment de recrutement et qui nous a demandé de créer en moins d'1 an une licence professionnelle qu'on a ouverte pendant 2 à 3 ans pour répondre à des besoins qui étaient des besoins du territoire, des étudiants formés par l'apprentissage. Enfin, voilà. Donc un exemple sur lesquels on est capable maintenant d'apporter des réponses à des questions bien précises, co-construites avec les besoins des entreprises. Donc ça veut dire, Guillaume, que si une entreprise ou un secteur économique a des besoins spécifiques en termes de formation, pour construire un DU, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il faut aller à la rencontre de l'université et c'est là où, on va dire, ça devient compliqué. Et ça, je vous le concède. C'est ça, parce qu'on rentre par où? Parce que parfois, c'est compliqué. Alors voilà, on rentre par où? On est d'accord. Non, mais vous avez... Je vois que côté entreprise, ils acquiescent. Là, non, mais vous avez complètement raison. Et je l'ai dit exprès parce que on a signé récemment, France Université, une convention avec François Asselin, le président de la CPME, qu'on décline partout dans toutes les CPME, en fait, de
nos territoires. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est je cherchais des compétences donc, dans le domaine en fait, de l'ingénierie du bois à son entreprise. Il dit, comme j'ai rien trouvé en France, je suis allé au Royaume-Uni. Et je lui dis là, c'est quand même un peu compliqué, enfin, c'est un peu dommage. Et puis donc voilà, en fait, le point d'entrée n'avait pas été identifié. Et il est multiple à l'université. Il peut passer par la recherche, il peut passer par la formation, il peut passer par les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle, il peut passer par les institutions. Donc également, puisque les présidents, les vice-présidents, etc., sont aussi un peu partout sur les territoires. Donc il n'y a pas un point d'entrée unique. Par contre, il y a toujours un point d'entrée que vous identifierez assez facilement, soit par un IUT qui est présent, et donc demander à échanger avec le responsable des partenariats de l'IUT, ou alors le vice-président en charge des partenariats de l'université, ou alors lors d'une table ronde comme celle-là, tout simplement venir me voir et puis me dire, voilà, moi j'ai des besoins, est-ce que vous pouvez me mettre en relation? Donc France Université, dans sa mission, vous mettra en relation avec les universités de proximité et cherchera à identifier les bons interlocuteurs, ça, sur les territoires. C'est vraiment un point important. Guillaume, on va peut-être laisser la parole justement aux entreprises, mais en tout cas, moi, je peux en effet confirmer que vous avez été d'un grand soutien, France Université, pour nous aider en effet à rentrer en contact avec les bonnes personnes au sein des universités dans le cadre du programme Ambition, et ce qui nous a permis à signé plus de 11 partenariats avec des universités, et on en cible plus 15. Donc vraiment, merci pour votre soutien et votre collaboration. Mais je vous propose peut-être qu'on donne la parole aux entreprises. Donc Vincent Bidoli, donc vous êtes DRH au sein alors, du groupe Fayat. Je vous laisserai préciser la filiale. Vous êtes arrivé assez récemment au sein de cette entreprise depuis 1 an. Est-ce que vous pouvez justement nous partager des exemples concrets d'actions que vous avez mis en place justement pour ouvrir votre entreprise à de nouveaux viviers de talents, et notamment en matière d'alternance? C'est ce qu'on évoquait. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors juste pour la précision, le groupe Faya est un groupe de construction et de matériel routier, donc plutôt BTP et industrie. Et moi, je suis le DRH de la partie fondation. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les fondations sont des métiers pas très connus et pas vraiment enseignés, y compris en école d'ingénieur. D'où pour moi, je poursuis l'œuvre du DRH qui était là avant, en misant sur effectivement l'alternance, de façon assez massive. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, métier pas tellement connu, un petit peu au début de l'histoire de la construction, puisque sans nous, il ne se passe rien. Mais qui n'est pas le métier le plus attirant et qui est un métier qui est peu enseigné. Du coup, le fait de faire venir des gens le découvrir par eux-mêmes permet un petit peu de casser un petit peu cette image. Et l'objectif principal aussi, c'est que les gens continuent à en parler, en parlent. Et comme ça fait 5 ans maintenant que ça a commencé ce programme, vraiment, on en est des retombées positives, puisque ce sont les alternants qui viennent à nous, alors que pendant longtemps, on a été les chercher. Donc ça, c'est un formidable outil, et c'est ce pourquoi aujourd'hui, on a investi fortement. On n'est que 600 collaborateurs et on a 40 alternants dans nos principaux métiers. Le métier, on va dire, de l'exploitation qui est classique pour le BTP, le métier plutôt du côté commercial qui est chargé d'affaires, et enfin la partie bureau technique. Donc l'investissement, on commence à en percevoir les fruits uniquement maintenant, c'est 5 ans que ça a été mis en place. Et l'autre effet bénéfique, ce sont les opérationnels. Là, on est sur le sommet de l'inclusion. Ça permet, par la preuve, plutôt que par les discours, quand c'est réussi, et nous, on fait en sorte que ça réussisse le plus possible, eh bien que l'inclusion marche à travers ce qu'on peut s'ouvrir comme différents talents à l'intérieur de notre entreprise, et que les opérationnels, ce soit même eux qui le publicitent à la fin. Ça, c'est une victoire pour nous, puisque comme ça, on a la possibilité d'ouvrir les profils, de leur proposer des gens un petit peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir, puisque c'est très école d'ingénieur. Donc on essaye de s'ouvrir un petit peu. C'est ça, parce que ce que vous me disiez, c'est que au départ, l'alternance dans votre groupe, c'était plutôt sur des métiers, on va dire, non cadres. Donc, évolution sur des métiers cadres. Alors après, ce sont plutôt des alternants qui viennent en effet d'écoles d'ingénieurs, parce qu'on sait que le métier de la construction, du BTP, est un métier qui est très lié à un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, qui a cette culture qui est assez compréhensible. Mais donc, du coup, là, la prochaine étape, c'est aussi peut-être d'aller un peu plus dans les universités, c'est ce que vous me disiez ?
Bah, je suis là pour ça. Ouais. Hein, je suis assis à côté de quelqu'un qui va peut-être pouvoir m'aider. Oui, effectivement, il faut ouvrir les profils. Hein, c'est le thème de cette table ronde. Et si je me concentre uniquement sur les écoles d'ingénieurs, je peux ouvrir des profils, mais pas vraiment ce que je souhaite arriver à faire. Et effectivement, par contre, il faut qu'on arrive à construire ensemble des choses pour pouvoir que ça soit aussi utile et que les gens arrivent avec un petit bout de formation, mais je suis tout à fait ouvert. Guillaume, je serais ravi de pouvoir le faire. Des formations spécifiques je pense que vous travaillez déjà en fait avec les universités, notamment avec nos IUT et leurs départements, voilà, bien sûr, de génie civil qui ont pour beaucoup des conventions avec votre groupe. C'était le cas en tout cas à l'université de Reims. Les écoles d'ingénieurs dont vous parlez, pour une grande partie d'entre elles, plus que 50% des écoles d'ingénieurs en France sont des écoles d'ingénieurs dans les universités. Et par contre, effectivement, on a aussi beaucoup de masters qui sont en train de s'ouvrir pour faire de l'alternance. Mais on parle beaucoup de formations qui sont des formations de Bac+5, hein, vous l'avez dit, ou de cadre. Il faut aussi regarder sur les formations un peu plus courtes ou sur les compétences certifiées qui sont en train de se mettre en place. Donc pour les étudiants, on a lancé il y a 1 ou 2 ans. Alors je parle du but, mais je parle aussi des diplômes, des diplômes de formation professionnelle en 1 an que l'on met en place maintenant. Donc, en fonction des demandes que l'on a, en fonction des différents écosystèmes, ça existe de plus en plus. Et puis on a aussi des formations qui sont certifiantes, qualifiantes, on va dire, mais non diplômantes. Et ça, les universités savent aussi le faire pour répondre à vos besoins. Merci beaucoup, Guillaume. Donc Vincent. Je hoche. Je me dis qu'il y a plein de choses à faire ensemble. Merci beaucoup. Nadine, donc on va parler de Lacoste. Donc tu es VP Global HR Développement au sein de Lacoste. Tu as contribué, initié, porté de nombreuses initiatives au sein du groupe Lacoste justement pour faire en sorte que l'entreprise s'ouvre à de nouveaux viviers, à de nouveaux talents, et notamment en y impliquant les collaborateurs de Lacoste. Est-ce que tu peux nous parler de cette action que vous mettez en place depuis plusieurs années maintenant, et surtout de l'impact que ça a au sein de Lacoste ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Juste pour redonner un peu de contexte, quand je vois s'ouvrir à de nouveaux viviers de talent, c'est possible. Il y a 2 mots qui résonnent fortement pour nous, c'est nouveau et puis vivier de talent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nouveau, René Lacoste, il faut savoir que c'était un inventeur. Il adorait la nouveauté. Il a créé le polo Lacoste en coupant sa chemise, qui était en fait la tenue de tennis à l'époque. Il a créé aussi le logo. C'est lui qui a été l'inventeur du logo, puisque c'est lui qui a été le premier à poser un crocodile sur les vêtements. Et puis, il a créé une machine à lancer des balles. Au-delà de ça, c'était aussi quelqu'un de très, très humaniste, un grand humaniste. Il jouait au golf, hein, sa femme était championne de golf, et il jouait au golf de Chantaco. Et c'est la première personne également qui a permis aux caddies de Chantaco de jouer sur le golf, puisque ça n'était pas autorisé, et il les a formés à jouer au golf. Et justement, donc, quand on parle de nouveaux talents, nouveaux viviers de talent, et certains sont devenus des champions, ont bien évolué dans le domaine. Donc, tout ça pour dire que dans l'ADN de Lacoste, la notion d'inclusion sociale, elle est importante. Aujourd'hui, on est une société, une marque qui s'adresse à des clients transgénération et aussi transculture. On s'adresse à tous les âges, à tous les horizons sociaux. Et donc, pour nous, il est important, quand on fait des promesses à l'extérieur pour nos clients, de le faire également pour nos collaborateurs. Donc, ça veut dire que la diversité, pour nous, c'est quelque chose de très, très important. Et dans notre stratégie de diversité, équité, inclusion, il y a un axe qui est très fort, qui est faire de l'égalité des chances une réalité. Donc ça, c'est pour positionner notre stratégie diversité, équité, inclusion, qui a plusieurs cibles. Les jeunes venant de milieux moins privilégiés, les personnes en situation de handicap, et puis accompagner les femmes dans leur développement professionnel. Donc comment est-ce qu'on insère les jeunes venant de milieux moins privilégiés ? En fait, on a travaillé sur 2 axes différents. Premièrement, en interne, auprès de nos recruteurs, qui sont des communautés RH, mais aussi des managers. L'important, c'était, et on en a parlé tout à l'heure, tout au long de la journée d'ailleurs, et encore plus fortement à l'atelier précédent, c'est de former les managers à définir des profils avec des compétences
hard skills et soft skills plus qu'une formation initiale et un parcours de professionnel. Parce qu'en fait, finalement, on peut très bien trouver des compétences qui sont transposables d'un métier à l'autre, ou même d'une activité. Chez les jeunes venant de milieux moins privilégiés, très souvent, ils animent des clubs sportifs, donc ils ont des compétences de leadership, sauf que s'ils ne savent pas les mettre en valeur et qu'on ne va pas chercher les compétences, on va passer à côté de ça. Donc le management, le recrutement basé sur les compétences, hard skills et soft skills. Soft skills étant, on en a parlé aussi, très important. Et puis après, travailler sur l'intégration des personnes qui viennent de milieux moins privilégiés. On l'a vu aussi tout à l'heure. Il y a souvent un décalage entre l'image qu'ils se font de l'entreprise et la réalité de l'entreprise. Et en même temps, comme c'est des personnes qui ont des parcours différents, qui ont des modes de pensée différentes, il est aussi important de pouvoir ouvrir nos managers à la différence et à accepter d'avoir des, justement, non pas accepter, mais après apprécier d'avoir des angles de vue différents. Donc ça demande un petit peu de temps d'intégration, plus que pour une personne qui est plug and play, qui a fait le même métier auparavant, avec des formations qu'on connaît par cœur. Ça, c'est sur l'interne. Et donc sur l'extérieur, ce dont tu viens de parler, Géraldine, parce que Lacoste a aussi envie d'avoir un impact sur la société et parce que c'est aussi un moyen d'engager nos collaborateurs. On a créé un collectif de collaborateurs volontaires que l'on appelle les Committed Crocodiles for Society, crocodiles. Et donc leur rôle, ce qu'on leur propose, c'est de venir mentorer à différentes étapes de leur formation des jeunes, à partir de la 3e jusqu'à la fin de leurs études supérieures, d'investir un peu de leur temps pour les mentorer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, on les prend très tôt. Quand on a commencé, on s'adressait qu'à l'éducation supérieure, puis on s'est rendu compte que finalement, les jeunes qui viennent de milieux moins privilégiés, s'ils n'ont pas autour d'eux des gens qui viennent les encourager en disant « mais si, c'est possible, tu peux y arriver » et les pousser à aller plus loin dans les études, ils arrêtent très rapidement. Donc on commence à la 3e. L'objectif de ces mentorings, c'est de rompre l'autocensure que peuvent se mettre les gens, et on en a aussi parlé pendant toute la journée, de leur apprendre ce qu'est une entreprise, quels sont les différents métiers qui peuvent y exister, et de les aider à construire un projet professionnel et d'y croire et d'avoir envie d'y aller, et donc d'aller le plus loin possible dans leurs études. Et puis après, on leur ouvre les portes de l'entreprise pour des stages, pour de l'alternance, des vies ma vie. On les accueille quelquefois une journée et puis ils viennent accompagner un collaborateur pour mieux se rendre compte de la réalité du métier. Donc en fait, de la 3e jusqu'à la fin de leurs études, se disant que ces personnes-là, malheureusement, elles ne sont pas dans un contexte social qui leur permet de connaître l'entreprise, donc connaître les métiers de l'entreprise, connaître les codes de l'entreprise, et malheureusement, bien souvent, ils perdent confiance en eux, ils se disent « ça c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais ». Donc ça a un double avantage pour répondre à la dernière question, qui est de dire, pour ces jeunes, ça les aide à mieux s'intégrer, et pour nos collaborateurs, c'est un formidable levier d'engagement, parce que ils se rendent compte que donner, c'est donner, mais c'est aussi recevoir, et donc ça donne du sens à leur travail. Merci beaucoup. Alors je préciserai peut-être pour celles et ceux qui sont présents aujourd'hui que la Fondation Mosaïque gère notamment une partie des recrutements de Lacoste, et vous avez de nombreux recrutements en cours, et notamment dans les magasins. Vous cherchez de manière spécifique de nombreux vendeurs et vendeuses. Oui. En raison des fêtes de fin d'année, en raison bientôt des soldes. Oui. Donc voilà, c'est aussi peut-être de faire passer ce message. Oui, tout à fait. En fait, on regardait là nos recrutements sur 23-24. On a recruté en moyenne 550 personnes par an, dont 19% de personnes venant des quartiers populaires de la ville. Alors c'est pas mal, mais c'est pas assez. Et donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Merci beaucoup, merci Nadine. Alors Charlotte, donc juste revenir un petit peu 2 ans en arrière. Donc vous étiez venue il y a 2 ans, et vous étiez venue pour témoigner et parler en effet des actions menées par Deloitte. Et donc vous aviez évoqué, dit même, annoncé à cette occasion en 2022 que vous fixiez
fixiez comme objectif de recruter 10% d'universitaires dans le cadre de l'ensemble de vos recrutements. Et je crois que maintenant, vous êtes à plus de 24% actuellement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait? Et je voudrais quand même aussi souligner vraiment, Charlotte, que dans le cadre du programme Ambition, par lequel on recrute, donc accompagne 3000 étudiants universitaires, vraiment, vous avez joué le jeu à fond. Il y a, je crois, plus de 5 ou 6 candidats déjà qui ont été rencontrés, avec des retours très positifs, des retours moins positifs, mais en tout cas, on a un retour. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement concret. Donc, merci pour ça. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour passer de 10% à 24%? Absolument. Merci, Géraldine. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on s'était fixé effectivement, il y a 3 ans, un objectif de diversification des profils recrutés. Deloitte, c'est le premier cabinet d'audit et de conseil aux entreprises. C'est des recrutements à Bac+5. C'est 2000 recrutements par an, dont 2 tiers de recrutement de jeunes diplômés à la sortie des écoles. Donc, on a un rôle, on considère qu'on a un rôle de formation des jeunes à la sortie des écoles, de première expérience professionnelle. Et on a considéré avec notre président et notre comité exécutif qu'il était dans le devoir de Deloitte de jouer ce rôle pour des jeunes issus de la diversité. Et assez naturellement, je me suis tournée vers mes équipes recrutement qui sont là au premier rang et je leur ai dit, mais pour travailler sur la diversité, il faut travailler avec les universités. Et le pourcentage de jeunes qu'on recrutait d'université était beaucoup trop faible. Historiquement, on a toujours recruté dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs parce qu'il fallait un cursus. Et on considérait que ça faisait partie des prérequis naturels pour intégrer un cabinet comme le nôtre. Et donc, on a eu cette approche très volontariste de vouloir faire augmenter le pourcentage d'universitaires pour élargir le vivier, tout simplement, trouver de nouvelles compétences et donner leur chance à des jeunes issus de quartiers moins favorisés. Alors, on a travaillé de diverses façons, je dirais une approche ciblée avec des objectifs chiffrés, fixés à chaque métier, un screening systématique de l'ensemble des formations dans les universités pour chercher celles qui formaient à des compétences dont on a besoin dans nos nouveaux métiers, et le fait de nouer aussi des partenariats. Alors, ça n'a pas été sans mal, je regarde mon voisin, parce qu'il y a eu aussi un peu de méfiance. On a ressenti un peu de méfiance parfois des universités quant à l'approche d'un acteur comme Deloitte, mais finalement, à force de travailler, d'échanger, on a créé ces viviers, on a créé ces ponts. Et effectivement, je suis très fière de dire qu'on est aujourd'hui à 25% de jeunes recrutés venant d'universités. Donc, c'est une approche systématique, structurée, volontariste sur du long terme. C'est aussi le travail sur l'apprentissage, ça a été cité. Et j'ai annoncé, là pour le coup, c'était l'année dernière, lors de mon intervention ici, qu'on allait doubler le nombre d'apprentis. Ce qu'on a fait en 1 an, on est passé de 100 à 200 apprentis recrutés cette année chez Deloitte. Donc ça aussi, c'est un moteur de diversité. C'est donner leur chance à des jeunes qui ont besoin de financement aussi pendant leurs études, leur donner un pied à l'étrier et convertir davantage en CDI à la suite. Parce que ce qui est très intéressant avec l'apprentissage, c'est que contrairement à un stage classique, beaucoup plus de jeunes reviennent chez nous à la suite. On a presque 2 tiers en fait, des jeunes en apprentissage qui reviennent chez nous en CDI, donc c'est extrêmement intéressant aussi. Je parle à toutes les entreprises, c'est vraiment un vivier très efficace de recrutement. Et tout ça, en fait, Géraldine, pour compléter la réponse, c'est aussi des méthodes de recrutement un petit peu différentes. Parce qu'il est vrai que les jeunes qui viennent de la diversité, on l'a dit, ne passent pas forcément toutes les étapes d'un recrutement classique. Parce qu'ils n'ont pas les stages qui vont bien, qu'on s'attend à voir chez des candidats potentiels et qu'il faut aller, vous l'avez dit, creuser un peu davantage dans le CV, chercher d'autres compétences et tester des compétences plus que des parcours un petit peu attendus. Donc peut-être, alors la clé finalement pour s'ouvrir à de nouveaux viviers de talents, c'est de se fixer des objectifs. Ça peut être la solution. Et je crois que d'ailleurs, vous vous êtes fixé des objectifs aussi en matière de recrutement de personnes en situation de handicap, avec des objectifs et en tout cas des enjeux relativement ambitieux. Alors je ne sais pas si vous pouvez vous engager là sur un objectif et peut-être revenir l'année prochaine et pour voir s'il sera en effet atteint. Je ne veux pas vous mettre en délicatesse, mais quand même, est-ce que vous pouvez justement aussi
nous partager ce que vous êtes en train de mettre en place? Oui, pour nous, c'est un travail qui a été engagé en parallèle parce que la diversité, c'était aussi accroître le nombre de personnes en situation de handicap. C'est des objectifs chiffrés en matière de recrutement et c'est des objectifs chiffrés en matière de maintien dans l'emploi. Alors, on a travaillé avec des cabinets spécialisés dans le recrutement de personnes en situation de handicap. On a signé un accord handicap avec nos instances représentatives du personnel pour cranter justement ces actions. Et on a travaillé notamment avec un cabinet qui s'appelle Spécialisterne pour recruter des personnes autistes qui ont énormément de qualités qu'on recherche finalement dans nos métiers, mais qui naturellement ne passeraient pas les barrières d'un recrutement classique. Et donc dans les actions aussi qu'on a mis en place avec ce cabinet Spécialisterne, faire évoluer les méthodes de recrutement, c'est-à-dire faire venir les candidats chez nous plusieurs semaines, leur faire rencontrer les équipes, les mettre en situation d'expérience professionnelle très concrète pour voir effectivement comment ils se comportent, comment ils interagissent avec nos équipes au quotidien. Parce que finalement, encore une fois, la lecture du CV classique, les tests habituels, ça ne fonctionne pas. Et de façon plus générale, qu'il s'agisse de diversité sociale ou de handicap, on a souhaité mettre en place des tests sur les compétences, des tests de logique, plus que des screenings habituels de CV pour faire en sorte que davantage de CV nouveaux, innovants, arrivent jusqu'au recruteur opérationnel. Donc voilà, le handicap, c'est la même chose, c'est cette même ambition de travailler sur l'ouverture à des nouveaux viviers, parce qu'encore une fois, on est dans une situation où il y a aussi une très forte attente de nos collaborateurs de travailler sur ces sujets-là. Et ce que je peux peut-être dire pour terminer, c'est que tous nos managers opérationnels qu'on a embarqués dans des processus de recrutement pour élargir le vivier et faire davantage de diversité, ils ont été hyper motivés, hyper enthousiastes. C'est vraiment des projets sur lesquels chacun, et c'est important d'embarquer au-delà des équipes RH, de recruteurs, les managers opérationnels, parce que c'est ça qui fait la clé. Et il ne suffit pas de recruter, il ne suffit pas de dire je me fixe un nombre de recrutements, il faut qu'ils réussissent. Et donc c'est toute la phase ensuite d'intégration qui est fondamentale, où il faut peut-être un accompagnement un peu différent sur les premiers mois au sein de notre entreprise pour faire en sorte que ça réussisse à long terme. Merci beaucoup, merci Charlotte. Christian Ploton, donc vous êtes président de la GFIP. Pour conclure cette table ronde, peut-être, est-ce que vous pouvez nous partager des initiatives, des programmes que propose la GFIP justement pour accompagner les entreprises à s'ouvrir à de nouveaux talents, à de nouveaux viviers de talents et notamment des personnes en situation de handicap? Et d'abord, avant de répondre à votre question, deux mots, peut-être la GFIP pour que tout le monde sache ce que c'est. Absolument. C'est parfois on sait à peu près tous, mais c'est bien quand même voilà. Bon, en deux mots, les entreprises à partir d'une certaine taille, donc quand même beaucoup d'entreprises ont obligation d'employer 6% de travailleurs en situation de handicap. Et dès lors qu'elles ne le font pas, il y a un appel à contribution. La GFIP reçoit ces contributions et son rôle, c'est de les redistribuer vers les bénéficiaires et les entreprises afin d'améliorer l'emploi de ces personnes. Bon, voilà en deux mots à quoi sert la GFIP. Alors effectivement, à l'intérieur, il y a un certain nombre de choses que nous avons pu construire au fil du temps. Par ailleurs, je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui parce qu'on vient de clôturer la 28e semaine européenne du handicap. Et en l'espèce, elle était très particulière puisqu'elle était consécutive aux Jeux paralympiques qui ont quand même aidé, au-delà de l'enthousiasme, aidé à créer un regard un peu différent sur le handicap. Bon, la question, c'est qu'après l'enthousiasme, il peut retomber, donc il faut entretenir. Cette semaine était une occasion d'entretenir le sujet. Et pour tout vous dire, en une semaine, ont été mobilisés 15 000 activateurs de progrès. D'ailleurs, en l'espèce, Deloitte fait partie de nos activateurs de progrès. Il y a eu plus de 800 événements et manifestations autour du handicap en France et en Outre-mer. Donc c'est très important, c'est très intéressant et ça doit aussi non pas être un rituel où on se rencontre une fois par an, mais l'occasion d'échanger les bonnes pratiques, de se remettre en question, de discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas pour se reprojeter et aller toujours plus loin. Voilà, en termes d'introduction. Alors après, la GFIP fait quoi? La GFIP, elle offre... Comment vous pouvez aider Deloitte, peut-être Elle offre en clair des aides et des soutiens, donc de différentes natures, vers les personnes elles-mêmes, ne serait-ce que pour les accompagner, les renforcer dans leur employabilité, afin qu'elles puissent intéresser les entreprises, les aider aussi dans leur parcours de formation.
Vis-à-vis des entreprises très directement, il y a la même chose, des aides directes, aides liées à des nécessités d'aménagement technique, aménagement de poste, des aides dans le soutien à la construction de leur politique handicap. Récemment, la loi a introduit le référent handicap. Donc, j'ose espérer que toutes les entreprises respectent leurs obligations à un référent. Le souci que nous avons eu d'ailleurs au sortir de la loi, c'était de prendre en charge la construction d'un réseau des référents handicap et d'animer ce réseau. Chaque année, on fait une grand-messe des référents handicap qu'on appelle l'université des référents handicap. Ça réunit 5000 personnes. Et là aussi, on partage les bonnes pratiques parce que chaque entreprise ne peut pas tout réinventer. Il faut gagner du temps, il faut aller vite. Donc voilà un peu une gamme de choses qu'on fait. Alors de manière plus particulière, parce que certes, les universités, les Bac+5, sauf que la population française n'est pas faite que de diplômés. Elle est faite de gens qui ont des parcours plus compliqués, pas nécessairement de formation, parfois des parcours professionnels où ils se sont cabossés. Et l'AGEFIP doit pouvoir répondre à toutes ces situations. Moi, pendant la semaine dernière, j'ai rencontré, par exemple, l'école professionnelle des métiers de la table. Pourquoi j'étais allé là-bas ? Parce que ça n'était pas pour voir les apprentis, ils forment des apprentis. C'était pour voir ceux qui étaient dans la phase préparatoire à l'apprentissage. Donc des passerelles spécifiques où pendant des mois, on les prépare à pouvoir entrer en apprentissage. Ils sont plus nombreux qu'à l'habitude. Et quand ils passent à l'apprentissage, maintenant, ils réussissent quasiment tous. Donc on voit bien que ce SAS permet à des personnes assez éloignées la capacité à se former, à rentrer en formation et à réussir dans un schéma, bien sûr, d'apprentissage en lien avec l'entreprise, donc à trouver un emploi au bout. Je suis allé aussi dans une filiale tremplin du groupe ARES. Alors là, ce sont des travaux... Enfin, le travail consiste à insérer, réinsérer, reconvertir des personnes, comme je vous dis, cabossées par la vie. Il y en a de tout âge, il y en a de tout métier, parfois de tout niveau de formation, et pour autant, face à des accidents de la vie, ils acceptent de repartir plutôt que de se lamenter et finalement d'être assistés. Et moi, j'ai trouvé des personnes remarquables avec une philosophie de vie, une volonté incroyable. Et puis, si je devais donner un dernier exemple, et je fais de publicité pour aucune entreprise, parce que j'aurais pu en citer plein, ce sont celles que je suis allé voir. Accor mène un programme extrêmement intéressant, là aussi de reconversion. J'étais assez impressionné. Alors, ils avaient en plus un parrain. Le parrain, c'est un des footballeurs de notre équipe de CC Foot qui a eu une médaille d'or. J'étais admiratif d'ailleurs du discours qu'il a tenu, parce que le discours qu'il leur tenait, c'était une vraie philosophie de vie et un vrai encouragement vis-à-vis de toutes ces personnes. Et moi qui étais dans l'auditoire, je l'ai pris pour moi aussi. Je me suis dit, c'est fou ce qu'on apprend quand on rencontre des personnes. Et pour revenir à la censure, qu'est-ce qu'ils nous apprenaient en parlant? Et qu'est-ce que j'ai pu constater en rencontrant ces personnes? C'est qu'elles cultivent de l'audace, qu'elles sont capables d'ambition et finalement capables de performer. Et à l'instar de nos sportifs, j'ai vu des personnes qui ont envie de performer, montrer qu'elles ont de la capacité, des compétences. D'où mon intérêt d'ailleurs pour l'évolution des systèmes de recrutement, parce qu'il est vrai que si on continue à recruter de manière classique, toutes ces personnes sont immédiatement écartées. Et moi, je prône la rencontre physique, parce que quand on se rencontre physiquement, là, on se surprend, on apprend à s'apprécier, et finalement, on a parfois envie de collaborer. Merci beaucoup, merci à tous. Juste peut-être, Vincent, vous étiez le petit nouveau de la bande, puisque vous n'étiez pas là les années précédentes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot de conclusion ? Merci pour cette petite... Bah oui, c'est... Alors, ils sont là depuis 2-3 fois, donc on est ravis de vous y accueillir. Je ne suis pas complètement nouveau, puisque j'avais mis en place, mais je n'ai pas pu venir avec Sonépar. Quand Sonépar était était venu il y a 2 ans, je crois. Ouais. Donc au contraire, j'avais une grosse frustration de ne pas pouvoir voir l'aboutissement de ce que j'avais commencé. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, vous venez de dire, les rencontres, ça crée des opportunités.
diversité, ça me mettra en progrès. Et là, je dis, je suis le petit dernier, mais Faya, globalement, maintenant, on est 4 entreprises. Ouais. Il y a Sophie qui est là, qui est en train de me filmer, qui était la première avec Faya Energy Service. Et là, elle a réussi par sa persuasion à nous emmener. Et donc maintenant, on est 4 entreprises du groupe Faya. Et ça, pour moi, c'est l'espoir parce que ça permet effectivement d'entraîner plus de monde. Et ces moments d'échange sont très, très riches. Et là, j'ai 2 personnes avec qui je peux travailler déjà, si j'ai envie. Bah oui. Hein, pour deux parties différentes. Mais ça sert à ça. Et donc, je remercie le fait de pouvoir être là et de bénéficier de ces énergies que je ressens ici et qui m'enthousiasment. Merci beaucoup, merci. Alors, avant de vous quitter, j'ai 2 questions pratico-pratiques parce que Géraldine, vous avez parlé de ces offres d'emploi de chez Lacoste que vous gériez en direct. Absolument. J'imagine que dans la salle, il y a peut-être des candidats. Ils s'adressent à vous directement. À qui? Comment on fait? On en a rencontré des jeunes partis ce matin, mais bien entendu, ils peuvent s'adresser à nous, effectivement. D'accord. Et pour les alternants, c'est pareil parce que j'ai un super CV à vous recommander. J'en profite, je veux dire. Non, mais c'est ça aussi pour on est là pour ça. Stagiaires, alternants et très bien. Il est de Nanterre, il est super. Vous allez voir. Voilà. Et alors après aussi, les candidats peuvent tout à fait aller sur diversifier vos talents, absolument. Bien sûr. Diversifiezvostalents.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je vous libère. Merci à vous.